Vous savez que je sais des choses que vous ne savez pas. La question du jour. Pourquoi l'asymétrie d'information perturbe complètement le marché ? Toute notre histoire a commencé par la construction théorique d'un marché parfait, très apprécié des économistes néoclassiques parce que le marché parfait conduit à un équilibre qui est en même temps un optimum. N'est-ce pas merveilleux ? Alors que chaque individu poursuit son petit intérêt personnel, on arrive à un optimum collectif. Mais vous aviez dit que cet optimum était tourné du côté de l'efficacité et pas forcément de l'équité. C'est vrai, mais c'est déjà quelque chose. Le marché parfait conduit à une allocation telle qu'on ne pourrait pas améliorer la situation d'un individu sans détériorer celle d'au moins une autre personne. C'est déjà pas si évident d'en arriver là. Mais le marché ne marche pas toujours. Parfois, il y a des défaillances. Par exemple, les externalités. C'est ça. La concurrence pure et parfaite repose sur 5 hypothèses qui sont malheureusement loin d'être toujours réunies. Ouais, on est tous réunis! Je les rappelle. Atomicité. Les agents sont tout petits et très nombreux face au marché. Ils sont preneurs de prix. Homogénéité. Sur le marché du lama d'appartement, par exemple, tous les lamas sont rigoureusement les mêmes. Même caractère, même pelage, même portée de crachat. Libre entrée dans la branche. Tout le monde peut devenir éleveur de lamas d'appartement du jour au lendemain sans investissement préalable. Viens, on t'attend. Deux autres hypothèses sont l'information parfaite et la libre circulation des facteurs de production. Le capital et le travail peuvent se transporter partout à tout moment, pas de douane, pas de frontières. Quand on remet en cause les 3 premières hypothèses, on se retrouve en concurrence imparfaite. Par exemple, le monopole, l'oligopole. Et ça fait qu'on arrive à un équilibre pas très efficace. On a une perte sèche de surplus. Exactement. Aujourd'hui, on va remettre en cause l'hypothèse d'information parfaite et ça va nous amener une défaillance de marché. Le marché ne va pas nous amener à un optimum. Il s'agit des situations d'asymétrie d'information. Bob et Gino se rencontrent pour conclure un échange, mais Bob a une information que Gino n'a pas. C'est pour ça qu'on parle d'asymétrie. Asymétrie, c'est le contraire de symétrie. What ? Ce n'est pas pareil pour les deux. L'un possède une information, l'autre en est privé. Alors qu'en cas d'information parfaite, c'est symétrique. Les deux ont le même niveau de connaissance sur ce qui va se jouer lors de l'échange. C'est quoi que Bob sait que je ne sais pas? Il n'y a pas moyen pour moi de réparer? Je sais faire les recherches sur Google. Je me renseigne. Il y a 2 types d'asymétrie d'information. Ouais, c'est nous les 2 types. On va en voir une aujourd'hui et une au prochain épisode. Ouais, au prochain épisode. Soit une asymétrie d'information est ex ante, soit ex post. C'est du latin. Ex ante, ça veut dire avant, c'est-à-dire que l'asymétrie d'information va porter sur quelque chose qui existe avant que l'échange n'ait lieu. Ex post, ça veut dire après. Ça veut dire que l'asymétrie d'information porte sur quelque chose qui va se passer après, une fois que l'échange est déjà conclu. Ex post, c'est pire. Ça veut dire c'est déjà foutu. Alors que ex ante, je peux encore empêcher les problèmes. Non, pas vraiment. Ex ante, ça veut juste dire que l'asymétrie d'information porte sur les caractéristiques du bien que vous allez échanger, alors que ex post, ça veut dire que l'asymétrie d'information va porter sur un comportement que l'un de vous va avoir une fois l'échange conclu, et qui va altérer votre relation. Relation, ça va, on est juste dans la même classe. Aujourd'hui, on va voir l'asymétrie d'information ex ante, c'est-à-dire celle qui porte sur les caractéristiques du bien que vous échangez. Gino veut manger des cannelloni. Ah, vous connaissez mon péché mignon. Et il cherche où les manger, car tous les cannelloni ne sont pas homogènes. Certains cannelloni ont une pâte presque aussi moelleuse qu'en Sicile, et une farce de légumes qui connaissent le sourire du soleil méditerranéen. D'autres sont surgelés, réchauffés et trop salés. Donc ça, ce n'est pas un cannelloni, c'est un chien. Gino les apprécie beaucoup moins. J'entends que vous êtes connaisseuse. Il faut la recette de la mamma. Bob finit de peindre l'enseigne La Sicile comme à la maison sur le restaurant qu'il vient d'ouvrir, mais Gino ne peut pas savoir si ces cannelloni sont vraiment faits maison ou s'ils sont industriels, faits avec davantage de conservateurs que d'amour maternel. Ah voilà le malheur de ma vie. Je suis obligée d'essayer les trattorias une par une. J'ai même affiché le plan de la ville. Je coche une petite croix pour chaque trattoria à essayer. C'est pour m'organiser et arriver un jour, enfin, à trouver les parfaits cannelloni. C'est un problème de qualité, quoi. Les cannelloni sont pas homogènes, Gino est pas bien renseigné, ok. Mais vous avez dit asymétrie, pourquoi ?
Elle est où la symétrie là? C'est que Bob, lui, il sait si ces cannelloni sont conformes à la recette de la mamma de Gino ou s'ils sont industriels et mauvais. C'est là la symétrie. Ouais, c'est nous la symétrie. Bob a une information que Gino n'a pas et ça va poser problème, car Gino sait qu'il ne sait pas. Il va essayer de faire un petit calcul pour ne pas se faire arnaquer. Ah, je peux faire un calcul pour éviter l'arnaque. Ouf! J'ai mangé tellement de mauvais cannelloni. Je suis très content d'avoir ce cours. Gino sait qu'environ la moitié des trattoria sont tenus par de faux Italiens qui ne servent pas des plats faits maison. Seulement la moitié des trattoria sont authentiques. Gino ne valorise pas autant les cannelloni réchauffés que les vrais cannelloni comme fait sa mamma. Évidemment non. Pour les cannelloni surgelés, je paye maximum 10 000 blics. Alors que pour les cannelloni de mamma, je suis prêt à prendre l'avion pour Syracuse. Oui, mais donnez-nous votre prix pour des bons cannelloni en bas de chez vous. 35. Et je vais écrire sur ma carte délicieux cannelloni à la farce de Syracuse et les vendre 35 000 blics. Sauf que Gino sait qu'il y a seulement une chance sur deux que vos cannelloni soient vraiment bons. Alors il n'est pas prêt à payer 35 pour votre plat. Il va calculer ce qu'on appelle une espérance, c'est-à-dire qu'il va payer ce que le plat vaut pour lui en moyenne, compte tenu de l'incertitude. Il va penser une chance sur deux que ça va être 10 000 blics, une chance sur deux que ça va être 35... Je peux payer la moyenne. 10 plus 35 divisé par 2, soit 22 schmilblick 50. Pas de problème, vu que je vous le dis entre nous, hein. Mais moi j'avais justement acheté le truc surgelé. Et comme ça coûte seulement 5 schmilblick, si Gino il paye 22 schmilblick 50, je me ferai encore une bonne marge. Mais moi, j'avais justement pensé ouvrir une trattoria et vendre des cannelloni mais de qualité. Alors je me suis renseignée sur la bonne recette. Ma Einstein, je vais changer de trattoria. Et je peux pas vendre une assiette de cannelloni à 22 schmilblick 50 parce que si j'additionne le coût des bons produits et le salaire du personnel qui passe du temps en cuisine pour faire une pâte fraîche, ça me coûte 25 schmilblick. Donc si Gino il paye seulement 22,50, ça marche plus, vous voyez? Puisque tes cannelloni sont bons, je paye 35. Pas de problème. Sauf que là, vous faites confiance à Einstein, alors que vous ne pouvez pas être sûr à 100% qu'il dise la vérité. Il possède une information sur sa fabrication de cannelloni que vous ne connaissez pas. Bob avait écrit « Cannelloni comme à Syracuse ». Einstein vous promet qu'il fait sa pâte maison, mais c'est peut-être de la publicité mensongère. Ouais, Einstein il a une bonne tête comme ça, mais peut-être que depuis le début il nous arnaque tous. Gino, vous devriez vous en tenir à votre calcul et payer 22 schmilblick 50 maximum. Einstein dit qu'il peut pas faire les bons cannelloni avec cet argent. Et c'est là la tragédie. Ça s'appelle la sélection adverse. Einstein, s'il est un vrai bon cuisinier, va mettre la clé sous la porte. Et tous les patrons de bons restaurants siciliens vont faire de même. Si bien qu'on ne trouvera plus de cannelloni dignes de ce nom dans aucune trattoria. Mamma mia, mais vous avez raison. Sur ma carte, j'ai toujours coché mauvais. J'ai changé de trattoria à chaque fois, en quête de la bonne. Et là, vous venez de dire, je la trouverai jamais. C'est ça qui est terrible. Le marché ne marche pas. Il évince les bons produits. On ne trouve plus que des produits de mauvaise qualité. Alors qu'il y aurait eu une offre et une demande pour les produits de bonne qualité. Mais puisque je vous dis que c'est un chien, Des échanges mutuellement avantageux seraient possibles. Et à cause de ce problème d'asymétrie, ils n'auront pas lieu. La situation canonique de l'asymétrie d'information ex ante a été décrite par un économiste qui s'appelle Akerlof, qui est né en 1940 et qui vit encore aujourd'hui. Ah, il vit encore? Je lui envoie le gros bisou. Il vient de m'économiser énormément de dépenses pour chercher mon plat préféré. Akerlof a écrit un article qui s'appelle Markets for Lemons et qui parle du marché des voitures d'occasion. Il y a des voitures en bon état et des vieux tacos pourris. Les acheteurs ne peuvent pas savoir s'ils sont face à une bonne voiture ou à un taco. Seuls les vendeurs connaissent leur voiture. Attendez les gars, offre à pas rater. Je vous fais les deux pour le prix d'une. Si les acheteurs connaissent la proportion de bonnes et de mauvaises voitures, ils vont accepter de payer un prix moyen égal à l'espérance de la valeur de la voiture. Mais pour les bons vendeurs, ce prix est trop bas. C'est la sélection adverse. Ils vont préférer se retirer du marché. On dit market for lemons parce qu'en anglais, le mot lemon qui veut dire citron est utilisé pour parler des tacos pourris. L'idée, c'est qu'on n'imaginait pas que ça allait être aussi acide. Mais il pourrait quand même trouver un système pour prouver qu'ils sont de bonne foi. Par exemple, moi j'ai l'appli La Fourchette d'Or. Quand je mange quelque part, si c'est nul, j'écris que c'est dégueu et je mets une étoile, point barre.
Bah, Einstein et Bob, ils peuvent plus tricher. Ah, génial! La fourchette d'or, tu dis? Effectivement, c'est ce qu'on appelle un signal. Un signal est un label sur la qualité du produit qui ne peut pas être acquis par celui qui vend le mauvais produit. Par exemple, pour une voiture, ce serait le contrôle technique. Le contrôle quoi? Je vais vous donner à ce sujet un exemple plus surprenant. En économie, on considère généralement l'éducation comme un investissement en capital humain. On suit des études pour devenir plus performant, apprendre des choses qui nous rendront plus productifs. Mais il existe une autre théorie sur l'éducation complètement différente qui dit que l'éducation n'est qu'un simple signal pour résoudre une asymétrie d'information. Il y aurait des individus productifs, intelligents, fiables, adaptables, et d'autres moins productifs, des flemmards, rigides, peu curieux. Ah. D'après cette théorie, ces caractéristiques seraient complètement indépendantes du fait d'avoir suivi ou non des études. Mais un employeur, lorsqu'il reçoit un candidat, ne peut pas savoir s'il a affaire à un intelligent adaptable ou à un flemmard rigide. Il acceptera donc de payer un salaire moyen pour tous et non pas un haut salaire correspondant à la productivité du travailleur fiable. Les productifs risquent de refuser de travailler comme salariés. C'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Pour remédier à ce problème d'asymétrie, les productifs vont suivre de hautes études pour accumuler de hauts diplômes, non pas parce que ça améliore leur productivité, mais parce que les études récompensent les travailleurs qui sont déjà naturellement les plus productifs. Les diplômes seraient un simple signal pour prouver la qualité du travailleur et non pas une valeur ajoutée. En gros, tout ce que vous nous racontez depuis tout à l'heure, ça va pas nous rendre meilleurs dans notre boulot. Mais si on a une bonne note à votre contrôle, ça prouvera à notre futur employeur qu'on est fort. C'est ça, ce que vous devez retenir. Les asymétries d'information sont des situations d'échange dans lesquelles une seule des parties a une information complète. Ces asymétries peuvent exister ex ante, avant la transaction, ou ex post, après la transaction. Ex ante, l'asymétrie porte sur les caractéristiques des produits échangés. Il y a des biens de bonne qualité et des biens de mauvaise qualité. Mais seul le vendeur a cette information. L'acheteur sait seulement qu'il existe des vendeurs de bonne qualité et des vendeurs de mauvaise qualité. Il va donc accepter de payer un prix moyen. Ce prix sera jugé trop bas pour les vendeurs de bonne qualité. Ils vont se retrouver évincés du marché. C'est ce qu'on appelle la sélection adverse, décrite par l'économiste Georges Akerlof. La situation est sous-optimale, le marché pour le bien de bonne qualité n'existe plus. C'est une défaillance de marché. Le signal est une solution à cette impasse. Les vendeurs de bonne qualité peuvent prouver leur bonne foi grâce à un label par exemple. Mais c'est coûteux pour eux.